Allez, on se retrouve comme tous les samedis pour le 6e CQFR de la semaine. On va répondre à toutes vos questions. Théo est à mes côtés. Shai aussi, évidemment. Shai qui a fait le tri et beaucoup de questions en plus de ce que j'ai compris cette semaine. Ouais. Donc, ça va être une grosse session de réponses pour Basket Session. C'est ça, je crois qu'il faut que tu arrêtes de dire aux gens d'envoyer des messages. Parce qu'ils le font très bien par eux-mêmes. Envoyez de l'argent, envoyez de l'argent. Voilà, ça c'est bien. Envoyer des sous à l'arc, comme dans le sketch. Voilà. Il y avait vraiment beaucoup de questions encore. Donc, à nouveau, désolé si la vôtre n'est pas retenue, mais n'hésitez pas à renvoyer encore. Il y en a qui le font très bien, qui nous disent je retente ma chance et j'arrive à sélectionner d'une semaine à l'autre. Mais on va commencer tout de suite, du coup, avec 2 questions de Maestro Svengali, un habitué de la Late Session. Antoine, tu vois très bien de qui on parle. Elle t'est un peu dédiée quand même, donc c'est pour ça que je me permets de te la poser. Il nous dit: j'ai été aussi ravi que surpris d'entendre Dars Pimel défendre Tatum récemment. 2 ans que j'entends l'infâme Pandar dire ce n'est pas un joueur qui fait gagner. Il lui manque un truc, mais je ne saurais pas dire quoi. Ou autre tartufferie éhontée. Oui, quand je suis en colère, je parle comme Scapin. Et voilà que juste avant les vacances, Antoine a dit que c'était quand même un top 5 joueur NBA, qu'il était souvent injustement critiqué et qu'il fallait y aller mollo sur la hate, même s'il manque de charisme. Je suis ravi de voir la paix et la vérité rétablies dans la galaxie, mais maintenant je suis en perte de repères. J'ai besoin d'un combat pour m'opposer à l'odieux seigneur Sith Antoine Pimel. Il me faut une unpopular opinion pour aiguiser ma mauvaise foi par pitié. Par exemple, pense-t-il toujours que Victor Wembanyama n'est pas le meilleur défenseur NBA ? J'ai changé là-dessus aussi, ouais. Je parlais trop vite des fois, mais... Pardon, vas-y, je sais pas si c'était la fin. C'était ça la question. Non, je pense. Alors, je sais pas si c'est le meilleur défenseur NBA. Ça, je suis toujours pas. Je pense que c'est le Deepoy. Ça me semble indéniable. Meilleur défenseur, je me souviens, je tournais ça en mode. Dès sa saison rookie, je trouvais quand même que Victor Wembanyama avait un énorme impact défensif et j'essayais de mettre une barre sur le égal entre impact défensif et meilleur défenseur, ce qui est un peu bizarre, mais j'essayais de trouver une espèce de petite nuance. Ouais. Et là, encore aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le meilleur défenseur ? Après, on n'est pas sur la meilleure saison de Bam Adebayo, on n'est pas sur la meilleure saison de Rudy Gobert. Draymond Green commence à prendre de l'âge. Donc, sur les défenseurs intérieurs, je dirais que ouais, c'est peut-être déjà le meilleur défenseur. Il y a un espèce de timing qui fait que Victor Wembanyama est peut-être effectivement le meilleur défenseur. Celui qui a le plus d'impact défensif, ça pour moi, il n'y a aucun doute, tu vois. Et oui, le meilleur défenseur intérieur. Après, moi, je suis un peu comme Jalen Williams. Je défends toujours un peu la défense des extérieurs, surtout dans une ligue où les meilleurs attaquants sont tous des extérieurs, quasiment. Mais oui, Wembanyama est, je dirais, le meilleur défenseur intérieur. Et pour Tatum, j'ai pas complètement changé de mon fusil d'épaule. Il y a toujours des trucs qui... Je peux me permettre de revenir un peu sur Tatum avant de te donner la parole, Théo. Juste... Tatum, il y a toujours des petits trucs un peu... c'est pas le titre qui a tout changé chez moi sur Tatum. Par contre, je trouve qu'en niveau de jeu technique... on est vraiment là dans du Tatum Prime et je le mettrai effectivement top 5, à la fin du top 5 ou vraiment tout près du top 5. Mais je trouve souvent en fait qu'il est presque sous-estimé. Et même en fait l'an dernier, il y a un gros combat. C'est les trophées de MVP qui ont été donnés à Jaylen Brown. Ils ne sont pas démérités pour Jaylen Brown, mais c'est très dur. Tatum aurait tout aussi mérité. C'est quand même le plus gros joueur ciblé. Il a fait et tu vois, en fait, c'est pas qu'il aurait plus mérité que Brown, je dis pas ça, parce que Brown a quand même fait, notamment sur les finales de conférence, Brown méritait vraiment son trophée de MVP des finales de conférence. Mais le fait qu'il n'ait pas eu le MVP, c'est un peu comme Stephen Curry à une époque, ça te donne l'impression qu'il n'a pas été bon, tu vois. Très vite, on assimile, ah bah attends, c'est le meilleur joueur, pourquoi s'il n'a pas eu le MVP, c'est qu'il n'a pas été bon. Non, il a été très très bon. Hein. C'était le meilleur marqueur, rebondeur, passeur des playoffs, de la finale de conférence et des finales NBA. En fait, il est des 3 catégories. Je sais, je prends juste une stat, c'est juste, je m'appuie sur des stats, même dans le jeu. Pour le mec qui est le plus ciblé, je trouve que Tatum est très fort et qu'on oublie parfois à quel point il est très fort quand même. Et qu'il est indéniablement pour moi le meilleur joueur de son équipe, qu'il n'y a même pas de doute là-dessus. Voilà pour Tatum. Non, la comparaison avec Stephen Curry, du moins sur les 2 finales NBA où c'est KD qui est MVP des finales, c'est à celle-là que tu faisais référence, j'imagine, Antoine, pas celle avec Iguodala. Même avec Iguodala, c'est dur de le donner à Iguodala, je trouve. Mais bon, oui, non, mais parce que c'était LeBron, de toute façon, le MVP. Ouais, on est d'accord. C'est vrai, c'était LeBron le MVP. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils auraient dû le donner à LeBron. Mais je trouve que c'est une très bonne comparaison parce qu'effectivement, en fait, tu prends cette équipe des Warriors, effectivement, KD mérite ses trophées de MVP des finales, mais en fait...
jamais ils auraient été dans cette position-là s'il n'y avait pas Curry, en fait. Et les Warriors, ça fonctionnait parce qu'il y avait Curry. Et je trouve que c'est une bonne comparaison pour les Celtics, où effectivement, je trouve que les trophées qu'a récolté Jaylen Brown sont mérités. Mais effectivement, jamais Boston est dans cette position-là et jamais même Jaylen Brown est en position de pouvoir remporter un trophée de MVP s'il n'y a pas Jason Tatum à côté. Donc effectivement, mais ça reste toujours quand même compliqué, hein, je trouve, de vraiment classer ou d'évaluer Jason Tatum parce qu'il est très très fort. Et même statistiquement, c'est très très fort. Mais en fait, et là, je pense qu'il n'y a pas que nous. En fait, c'est pas juste un biais de notre part, quoi. Mais tu as cette espèce d'impression visuel peut-être, je sais pas, qui fait que c'est trop dur de le mettre dans la même catégorie que d'autres candidats, Jokic, tu vois, que Giannis, Jokic, voilà, même Shai quelque part peut-être. Voilà, alors moi ce que je trouve plutôt positif, c'est que j'ai l'impression qu'il en a pris parti. J'ai pas l'impression que ça l'empêche forcément ni de performer déjà. C'est-à-dire qu'il force pas son jeu en se disant je veux absolument qu'on me reconnaisse à ma juste valeur, donc ça c'est très bien. Et puis au bout du compte, si Boston continue à gagner des titres, il n'aura pas besoin finalement d'avoir fait partie de ces clubs-là pour qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Donc, et puis il n'y a pas de honte, encore une fois, hein, même si tu es 6e et tu dis t'es pas dans le top 5 mais que tu es 6e, c'est quand même t'es potentiellement le 6e meilleur joueur du monde. Est-ce que c'est honteux? Je pense pas. Pour revenir rapidement sur ce que tu disais sur Jalen Williams, Antoine, moi j'aime bien cette idée, je l'ai déjà défendu un peu par le passé, même si ça rajouterait peut-être des trophées pour rien, mais le fait de décerner 2 trophées différents de défenseurs, l'un pour les défenseurs extérieurs, l'un pour les défenseurs intérieurs, parce que c'est tellement 2 choses différentes aujourd'hui en NBA et dans le basket en général que ça me semblerait pas déconnant qu'il y ait 2 trophées, en tout cas pour bien distinguer, parce que sinon c'est vraiment la chasse gardée des intérieurs et c'est Bill Simmons qui disait dans son dernier podcast, il dit pour moi Wembanyama il exagérait, mais il dit sur les 34 prochaines années il n'y a personne qui peut arriver qui peut lui disputer ça parce qu'il a une telle avance physique, même technique et au niveau de plein de trucs sur la défense qu'il faut aussi peut-être distinguer d'autres joueurs qui ont des profils différents de Wembanyama. Mais bon, voilà, je sais pas si un jour il y aura 2 trophées de meilleurs défenseurs. On a une deuxième question de Maestro Svengali qui est différente sur un autre sujet. Il nous dit: comment d'après vous peut-on juger l'influence et le talent des assistants coach? Dans mon souvenir, personne ne parlait de Willie Green, Nick Nurse, Mark Daigneault ou encore Joe Second Row Mazzulla avant que ces derniers ne deviennent head coach. Certains d'entre eux ont probablement contribué à ce que leur boss Monty Williams et Dwayne Casey reçoivent des trophées de coach de l'année juste avant d'être virés au passage et ont été promus head coach. Donc c'est qu'ils devaient sûrement faire un ou 2 trucs correctement. Pourtant, en dehors de quelques journalistes locaux, personne ne parle jamais de leur travail et il est difficile pour un spectateur extérieur d'en évaluer la qualité. Avez-vous des clés pour nous permettre de mieux comprendre ces travailleurs de l'ombre? Alors, nous, effectivement, on n'a pas tant de clés que ça. C'est en lisant des papiers, notamment ceux des beatwriters, où tu vois un petit peu les assistants qui se démarquent. Will Hardy, par exemple, on savait qu'il allait être très convoité. On le savait même avant la fin de la saison. Des gens comme Sam Cassell ou Jay Larranaga, qui sont assistants depuis longtemps et qui souvent sont parmi les mecs qui sont interviewés en fin de saison quand des clubs veulent chercher à étoffer leur staff. On sait qu'ils sont quelque part dans le haut de la hiérarchie des assistants qui certainement vont aller coacher, qui auront l'opportunité d'être head coach par la suite. Mais c'est vrai que nous, sinon, on ne peut pas vraiment savoir. Là, c'est la semaine dernière, on parlait du travail d'Issalo du côté des Grizzlies. C'est aussi parce que voilà, il y a des journalistes qui insistent sur le fait qu'effectivement l'attaque a changé, que c'est lui maintenant qui est en charge de l'attaque des Grizzlies. Ça permet d'avoir ça en tête, ou même je repense pour comment il s'appelle, pardon, ton gars, c'est fou, le coach des Knicks actuel, Thibodeau à l'époque de Boston, ouais. Et que, voilà, on savait que c'était sa défense parce que voilà, mais je sais pas si on a d'autres manières nous de savoir précisément la qualité ou même les qualités, parce qu'en fait certains sont extrêmement bons tacticiens, d'autres sont très bons dans le relationnel aussi finalement. Tu vois, même Tyronn Lue qui aujourd'hui est un excellent coach tactique. Il devait déjà avoir ses qualités à l'époque, mais surtout ce qu'on savait quand il était assistant, c'est que c'était lui qui allait parler avec les joueurs, qu'il avait ce côté relationnel. Donc sinon, c'est très dur pour nous d'évaluer ça. Ouais, moi je trouve aussi que c'est dur, quand je vais dire comme toi, sur des papiers. Je me souviens que Ron Adams, on entendait un peu parler de Ron Adams aux Warriors, mais c'est parce qu'il y a un article qui est dessus.
Il y avait aussi à une époque, la NBA mettait à disposition des assistants coach via les programmes NBA coach junior, etc. On en avait eu quelques-uns à l'époque, dont certains étaient devenus head coach après. Donc c'est que on voit aussi par ce biais-là, parfois en discutant avec certains, qu'ils ont ce relationnel ou ces idées déjà tactiques pour après être nommé head coach un jour en NBA. On passe ensuite à deux questions d'Axel. Axel qui co-anime le podcast Airball avec l'humoriste Urbain. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus. Ils sont sur YouTube et sur les plateformes audio. On vous mettra les liens dedans. Ils sont extrêmement drôles et intéressants avec des épisodes sur l'actu de la NBA. Sa première question, tout simplement, quels sont les sites ou les applis fétiches gratuits que l'on utilise nous par exemple pour aller chercher de la stat sur la NBA, que ce soit de la stat basique, de la stat avancée ou bien de la stat historique? Lesquels trouvez-vous les plus pratiques, complets et intuitifs? Alors, je sais que par exemple Antoine aime bien les statistiques, t'es plutôt à l'aise avec les... Ouais, mais je suis pas, par exemple, moi je me sers vraiment que d'NBA.com. C'est un bon outil déjà. Ouais, au final, il y a beaucoup de trucs, mais tu vois, je suis pas poussé. Ceux qui sont vraiment fans d'analytique, ils vont sur Cleaning de glace, mais ça, c'est payant. Et c'est ça, c'est plus gratuit. De glace, tu as plein de trucs. Ouais. Donc, vraiment, moi, en gratuit, je trouve sur NBA.com, tu as déjà pas mal d'infos. Après, juste un petit point, je m'en sers souvent pour chercher. Genre, je vois un truc. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un constat sur une équipe, mais je veux vérifier s'il y a une stat qui va dans ce sens ou si à l'inverse, ou si en fait ce que j'ai vu, le high test ne se confirme pas dans les chiffres, quoi. Mais c'est rare que ce soit l'inverse, que je parle du chiffre pour aller ensuite vers le visuel. Mais NBA.com, il y a beaucoup de trucs, pardon. Moi, non, vas-y, Théo, pardon, juste. Non, mais tu as raison, les stats de NBA.com sont vraiment hyper fournis quand même. Je trouve que l'outil est assez pratique maintenant. Enfin, une fois que tu l'as en main, c'est assez simple d'aller chercher des infos. Juste, j'allais dire, moi, ça dépend un petit peu des fois. Antoine, tu sais, tu disais confirmer ce que tu as vu sur un match, aller chercher une confirmation statistique. Ça m'arrive. Mais des fois, moi, je fais aussi parfois un peu l'inverse, notamment si quand je suis surpris, en fait, soit par les résultats positifs ou négatifs d'une équipe, sans comprendre vraiment ce qui se joue, là, l'outil statistique est quand même assez intéressant. Ça te permet parfois d'isoler des éléments et après, tu peux faire l'inverse, en fait, contrôler en regardant les matchs, en ayant un petit peu l'œil là-dessus, voir un petit peu si ça se confirme. Mais comme toi, NBA.com, il y a Basketball Référence qui est très bien fait. Il y a une version qui est payante aussi, qui s'appelle StatHead, je crois, c'est la version, l'outil payant de Basketball Référence qui te permet d'aller chercher des stats historiques précises. Par exemple, si tu veux savoir combien de joueurs de moins de 25 ans ont déjà fait telle stat ou dans leur saison sophomore ont réussi tant de matchs à 40 points, ce genre de choses. Mais là, c'est un site payant. Mais sinon, entre Basketball Référence et NBA.com, je trouve qu'il y a quand même de quoi balayer pas mal de choses. Et après, tu peux aussi te laisser pousser le contenu. Enfin, sur les réseaux sociaux, tu as des comptes spécialisés sur la stat qui te mettent en lumière des trucs auxquels tu t'attendais pas spécialement ou des séries en cours ou StatMuse, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien regarder aussi. C'est pas mal fichu. Moi qui suis moins dans la recherche de stats, c'est quand même bien pratique. En tout cas, parmi les gratuits, il y a ça, quoi. Sur StatMule, j'ajoute, leur site aussi est pas si mal quand tu veux rechercher des trucs, un peu comme pour Basketball Référence, genre qui a fait tant de trucs. Alors, il y a un système où tu poses une question, ça marche pas encore très très bien. Des fois, il répond à côté, mais ça peut servir. Ça m'a aidé notamment. On a un livre GOAT qu'on a sorti en décembre dernier, quand il a fallu trouver les plus gros non-shooters, en gros les mecs qui prennent le moins de tirs, tu vois, qui sont vraiment pas habilités à tirer. Je me suis quand même aidé un moment en tapant la question dans StatMuse. Parmi les joueurs qui ont joué 100 matchs et tant de minutes en NBA, qui prenait le moins de tirs, tu vois, tu essayes de rentrer la truc comme ça et ça te donne des listes et après ça peut t'aider à regarder de plus près. Mais du coup, StatMuse est aussi pas si mal et ça c'est gratuit. Après, bon, voilà, les questions, parfois, ils captent pas tout à fait la question quand même. Ouais. Et après, sinon pour le payant, évidemment, après, j'ai pas les prix, mais je sais que c'est Benjamin Moubèche qui est à fond sur Second Spectrum et Cleaning the Glass, il me semble. Là, c'est du pointu et c'est efficace, rapide, mais bon, c'est par contre pas gratuit. Voilà. Deuxième question d'Axel, différente là aussi. Comment expliquez-vous la baisse
des audiences aux États-Unis et surtout comment se fait-il que la Ligue ne soit pas plus réactive pour tenter d'inverser la tendance? Est-ce en partie à cause des critiques habituelles? Ça ne défend pas toujours à fond, beaucoup de 3 points tentés. Est-ce que c'est le lecteur catastrophique du League Pass? Il nous dit c'est quand même fou d'avoir autant de moyens et de ne pas proposer mieux qu'un lecteur digne d'un projet de première année d'école d'info? Ou est-ce à cause du fameux manque de rivalité? Vous en parliez avec l'omniprésence de l'image aujourd'hui, on voit que les joueurs s'apprécient quasiment tous hors terrain, alors qu'à l'époque de Magic et Bird, nous n'avions pas accès à ces instants-là. Est-ce qu'on peut en conclure que le narratif doit forcément être manichéen pour attirer les foules? De toute façon, la nuance a foutu le camp un peu partout, mais je m'égare. Ou est-ce à cause du mauvais marketing de la Ligue depuis que les LeBron, Steph et KD ne sont plus dans leur prime? Moi, pardon, vas-y Théo, Non, tu voulais vas-y. commencer? Moi, pour être allé récemment en Amérique du Nord, pour moi, le facteur numéro 1, c'est à quel point c'est galère de regarder un match. En fait, il faut comprendre que même si tu as le League Pass, nous, le League Pass, on ne se rend pas compte parce que si tu veux regarder un match sur League Pass, tu n'as aucune contrainte. Tu viens, Ouais. tu regardes, tu mets sur le League Pass. En Amérique du Nord, même si tu as le League Pass, tu ne peux pas tout regarder. Tu peux pas regarder ce qui va être diffusé sur une chaîne câblée, sur une chaîne nationale, etc. Le match n'est pas disponible en direct. Tu peux le regarder que le lendemain. Donc en fait, et les Américains expliquent ça parce qu'en fait, déjà la baisse d'audience, elle est surtout aux États-Unis, elle est même pas globale. C'est ça le vrai. Et elle concerne que la télé d'ailleurs. Elle concerne même pas les sites de streaming. Elle concerne pas le League Pass. Elle concerne que les chaînes de télévision. Mais c'est parce qu'en fait, les Américains, si tu vas sur des forums, j'avais fait un peu des recherches, c'est le premier truc qu'ils mettent en avant. Et je me suis rendu compte à quel point c'est vrai. C'est qu'en fait, si tu veux regarder, par exemple, tu as une équipe favorite, tu veux regarder tous les matchs de cette équipe, il faut que tu aies 5 services différents, tu vois. Tu as 5 abonnements à 20 balles, 15 balles par-ci, par-là, et c'est trop, en fait. Tu vois, au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Donc, juste, il y a un espèce ça devient compliqué, tu as des pertes d'audience. Je pense qu'il y a une autre piste pour moi aussi, ça rejoint le marketing, c'est qu'aujourd'hui, les superstars de cette ligue, c'est des Européens. Et je pense que c'est plus difficile de s'identifier pour des Américains à des Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic, même peut-être Victor Wembanyama. On verra si ça va recréer un engouement. Mais moi, je pense que c'est plus ça que le 3 points. Je comprends pas l'argument du 3 points. Pardon, Théo, je fais un peu long, mais je capte pas toujours l'argument du 3 points. Bien sûr qu'il y a des matchs où c'est mal fait, où les équipes tirent mal, mais déjà, les équipes, elles tirent pas toutes de la même manière à 3 points. Il y a d'autres manières de créer. Et c'est ce que je disais une fois dans un autre CQFR. Moi, je me suis regardé des matchs des années 90. Franchement, c'est pareil qu'aujourd'hui, en fait. Il y a des beaux matchs et il y en a, c'est terrible. Et tu vois, pourquoi ça serait plus chiant de regarder 80 tentatives à 3 points que de regarder 80 tentatives à mi-distance? Parce que très sincèrement, tu regardes certains matchs des années 90, je vous jure, je l'ai fait récemment, il y a 80 post-up. Toutes les possessions, c'est très lent. On amène la balle, on passe la balle au pivot, il attend et ça prend 10 secondes. Et c'est ça, comme ça, aller-retour, post-up, post-up. Je vous jure que j'exagère pas. Je vous promets que j'exagère pas. J'ai regardé quelques matchs, c'est comme ça. C'est pas tous les matchs, mais donc pourquoi le 3 points serait plus chiant qu'un autre tir? Moi, j'ai du mal à y croire. Même la défense, je suis pas sûr que c'est toi, Théo, tu le disais récemment, les défenses sont meilleures en fait. Elles sont même pas moins fortes. C'est juste qu'il y a tellement d'espace à couvrir. On se rend pas compte. Les mecs sont tellement forts, ils shootent tous de tellement loin. Les défenses sont pas moins faibles. Je suis même pas sûr qu'il y ait moins d'intensité. Il y a peut-être moins d'intensité dans le contact physique, mais il y a plus d'intensité de course. Il y a plus de, tu vois. Donc, je crois pas à l'évolution du jeu comme une cause de l'audience en baisse. Je pense vraiment que c'est d'autres facteurs. Je suis d'accord avec toi sur la défense, même je trouve que voilà, le rééquilibrage qui a été fait et qu'on a senti dès la première semaine de la saison, il est vraiment intéressant, quoi. Il y a quand même moins de coups de sifflet, je trouve, abusés dès que tu souffles sur un attaquant. Je trouve que ça a redonné de l'intérêt quand même au basket. Et je partage ton avis, Antoine. Je suis pas sûr qu'il y ait un problème en fait du basket. Moi, j'ai pas aimé en fait. À chaque fois qu'on a fait bouger les règles pour des questions d'audience, j'ai trouvé que c'était néfaste. Que ça soit quand on a avancé la ligne à 3 points, que ça soit quand on s'est mis à ce dont on parlait à l'instant, de faire qu'on puisse plus toucher les attaquants du tout. Je trouve que ça n'a pas été positif. Et je suis pas sûr qu'il y ait un problème de jeu. Je pense que globalement, de toute façon, l'attention de chaque personne, chaque être humain sur la planète est tellement tiraillée entre tout un tas de trucs que qui va vraiment, à part les passionnés, va prendre 2 heures de sa vie plusieurs fois par semaine pour regarder des matchs en entier à la télé. Je suis pas sûr que ça soit... Voilà, c'est plus nos méthodes de consommation avec les réseaux sociaux, etc. YouTube, Instagram. Tu peux suivre l'essentiel de la ligue. Alors bien sûr, tu n'as pas la même connaissance de fond que si tu as regardé les
matchs en entier, mais tu peux te tenir informé, tu peux avoir vu les belles actions, tu peux avoir vu 15 analystes qui, dans des podcasts, vont te parler des grandes tendances, de ce qui s'est passé, de la controverse du jour, etc. Donc je pense que l'intérêt pour la Ligue, il n'a jamais été aussi grand, je pense, pour l'NBA, effectivement, globalement, mais ça ne se ressent pas forcément dans les audiences télé. Une question que je me pose, ceci dit, malgré tout, notamment pour le public nord-américain dont tu parlais, Antoine, c'est si le fait que les joueurs changent autant d'équipes peut pas quand même jouer un petit peu, dans le sens où si tu as suivi, que tu as arrêté une saison, tu n'as pas suivi parce que, je sais pas, X raison, quoi. Tu t'es passionné pour autre chose, tu as eu un gamin, tu as eu un pépin de santé, tu reprends, et ben tu peux ne plus reconnaître ton équipe, ne plus reconnaître ta ligue. Et je sais que pendant longtemps, moi, ça a été, je trouve, l'une des choses qui empêchait la proie de percer. C'est qu'en fait, si tu avais kiffé une équipe, l'année d'après, 60% de l'effectif pouvait avoir bougé. Et tu disais, mais elle est où l'équipe de... Imaginons que tu aimes Cholet, je dis Cholet, mais que tu n'habites pas à Cholet, en fait. Tu aimes l'équipe de Cholet parce que tu aimes le groupe qui est à Cholet. Et je parle à l'époque, tu vois. Moi, ça m'est arrivé et je me dis, la saison d'après, c'est plus du tout la même équipe. Moi, je m'en fous en fait de quelque part de Cholet. Moi, c'était cette équipe-là spécifiquement qui m'intéressait. Donc, je sais pas si ça peut jouer quand même un petit peu dans le fait que si tu as adoré une équipe et que y a 2 des 3 joueurs que tu kiffais, je sais pas, une star et 2 remplaçants qui ont bougé, est-ce que tu vas te repassionner pour la même équipe ou est-ce que tu vas reporter ton intérêt pour ce que ces joueurs vont faire dans d'autres équipes? Ça, je sais pas. Ça, c'est limite la seule chose peut-être que j'aurais à dire sur l'évolution. Moi, sinon, comme tu dis, Antoine, le jeu, il est bien. Les 3 points, ça dépend. En fait, c'est comme toujours, en fait. C'est-à-dire que les équipes qui savent bien se servir du tir à 3 points, elles sont intéressantes à regarder. Les équipes qui se disent juste faut qu'on fasse du volume parce que c'est comme ça, c'est chiant à regarder, mais c'était pareil avec les isolations. Ça a toujours été comme ça, en fait. Donc moi, je m'y retrouve, en tout cas, dans le niveau de jeu proposé. Je pense qu'on titrera cette vidéo « Je m'en fous de Cholet » pour inciter les habitants de Cholet à venir hater dans les commentaires. Et sinon, juste en complément de ce que tu as dit, Théo, par contre, je pense aussi qu'il y a des gens, d'autres consommateurs qui sont intéressés par le côté hyper mouvant de la NBA et des transferts, un peu comme au foot, où la période de mercato au foot, là, et nous, la période de free agency, c'est devenu une saga 7 jours sur 7 toute l'année. Mais oui, par contre, ça peut aussi en dissuader certains. Mais tu vois, t'as raison, parce qu'en fait, c'est une période qui passionne les gens, mais ça veut pas dire que les gens vont regarder les matchs, en fait. Tu vois, ils ont l'intérêt. C'est le moment qui marche le mieux. Voilà, qui marche le mieux, mais pas forcément sur l'audience télé des matchs. C'est ça que je veux dire, quoi. Oui, non, mais je veux dire, nous, en termes d'audience, en termes de NBA, pas d'audience effectivement des matchs, mais par exemple la free agency de juillet, quand il n'y a plus de matchs, c'est le moment où tu as l'impression que les gens s'intéressent le plus à la NBA, la draft, la free agency. Et ça rejoint ce que vous dites tous les deux sur les méthodes de consommation, en fait. Mais si tu regardes, c'est tout le sport en général, et c'est même toute notre manière de consommer des choses. On a tellement de divertissement, de choix, mais on prend le temps de rien faire. Et c'est vrai que la longueur des matchs, au passage, est sans doute un problème. Il y avait quand même, les 34 dernières secondes de Cavaliers Celtics qui avait duré 34 minutes. Ça, tu vois, c'est pas possible. Ça tu peux pas. Ça, c'est là où la NBA elle doit lutter. Mais franchement, sur les méthodes de consommation, la NBA, encore une fois, elle a voulu absolument être une ligue 24 sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Ça a été son objectif, qu'il n'y ait jamais de temps mort, qu'il y ait tout le temps un truc, qu'on ait tout le temps un sujet, et notamment quand il n'y avait pas de match. Et à force, tu crées un public qui s'habitue à être tout le temps, qui est moins intéressé par les matchs. Et aujourd'hui, la NBA, elle perd peut-être en audience, mais elle est de loin sur les réseaux sociaux la ligue la plus populaire par rapport à la NFL, à la MLB, toutes les autres ligues majeures américaines qui, elles, ont des sursauts d'audience. Mais en attendant, la NBA est loin devant en fait en termes de popularité. Je pense Et d'ailleurs, il y a quand même un dernier truc, pardon. Ils ont payé je sais plus combien les droits télé, alors que les audiences elles baissent déjà depuis. Ça fait déjà au moins plus de 10 ans que ça baisse. T'inquiète pas que s'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils achètent, si les chaînes n'étaient pas sûres de ce qu'elles achètent, elles n'auraient pas payé un tel prix, quoi. Ouais. Allez, je vous propose de jouer aux apprentis sorciers sur la proposition de Le Shrug. Qui me dit « Objectif, Théo et Antoine doivent créer chacun le joueur parfait en choisissant pour chaque attribut parmi les joueurs actuels pour Antoine et les anciens joueurs pour Théo. Okay. Chai, en grand sage, tu prends note des choix et arbitre à la fin pour décider lequel de ces 2 joueurs fusionnés serait le meilleur. Donc les attributs à choisir, et un joueur ne peut être utilisé qu'une seule fois. Alors, en mensuration, sur les mensurations du joueur, un joueur actuel Antoine, un joueur ancien Théo. Victor Wembanyama. Sur les mensurations, donc c'est sur la... Ouais, j'imagine envergure, tout ça, enfin, voilà, taille, envergure, je pense.
Allez, bah, allez, je vais prendre Scottie Pippen, moi. Ok, je note Pippen. Parce que je sais pas quels sont les critères qui suivent là, parce que sinon j'aurais été partant de prendre quelqu'un d'autre, mais je vais prendre J'hésitais avec Pippen. Yanis, moi. Mais Le prochain, c'est la détente. Allez, je vais prendre Jordan. Ja Morant. Jordan pour Théo, Ja Morant. C'est marrant. Attends, je peux le prendre qu'une fois. Attends, je réfléchis. Ouais, parce que Jordan, t'as beaucoup de choix, ouais. Ouais, c'est clair. Pendant que Théo réfléchit, c'est marrant parce que le Shrug nous a donné juste 2 exemples pour les 2 premières catégories. Exemple Yanis pour les mensurations, exemple Ja Morant pour la détente. Ouais, j'avais hésité avec Yanis pour les mensurations, pour le côté physique, mais bon. C'est très drôle. Mon gars fait 2m24. Je vais prendre Pippen, je vais prendre Dr. J pour la défense, pour la détente. Pour la détente, Dr. J, très bien. Vitesse/puissance, donc l'alliage vitesse-puissance. Yanis pour Antoine. Vitesse-puissance. Allez, je vais prendre le jeune Shaq. Ok. C'est pas mal ça. Shaq Junior. Ouais. Le combo défense-hustle. Je vais prendre Stockton pour Théo. J'hésite entre Dyson Daniels et Luguentz Dort. Allez, je vais prendre Dort. Allez. Le shoot. Le quoi? Le shoot? Le shoot, ouais. Ça fait le Curry. Curry pour Antoine. Ça tient à montrer que les mecs d'aujourd'hui sont quand même plus chauds. J'hésite entre 2 joueurs pour le shoot. Je rigole, c'est pas vrai. Tac. Ouais, je vais prendre Mark Price. C'était celui que j'avais en tête. J'étais sûr que tu allais prendre Mark Price. J'hésitais avec Nash. J'hésitais avec Nash. Le handle. Kyrie pour pareil, j'hésite entre 2. Je vais prendre... j'hésitais avec Iverson, mais je vais prendre Jason Williams. Ok. Celui des... oui, Jason Williams. Ouais, Chocolate. C'est beau. Ouais. Pas celui qui a tué quelqu'un avec un fusil et pas celui qui fait la moto. Par mégarde, ouais. La passe. T'as déjà pris Stockton et Williams. La passe. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière, donc j'ose pas mettre Jokic, ni Doncic. Ni LeBron. Moi, je prends Jason Kidd. Moi, je prends Chris Paul. Alors, Kidd et CP3. Parce qu'aprre, moi, faut que je vois les joueurs fusionnés, ce que ça donne et que je choisisse. Alors, le footwork. C'est chiant parce qu'on sait pas combien il y a de trucs derrière là. Ouais, si je vais prendre Hakim Olajuwon. Hakim Olajuwon. Ouais. Putain, j'ai envie de prendre Jokic. Mais tu peux, hein. Non, mais je sais pas ce qu'il y a après, moi. Allez, je prends Jokic. Je prends Jokic. Non, par contre, attends, je retiens. Moi, je prends Kobe pour le footwork. Très bien. Kobe. J'aurais pu prendre Kawhi Leonard. Il reste le rebond. J'ai pas André Drummond, du coup. Avec vos conneries, là. il te reste Je prends Rodman pour le rebond. Là, c'est invincible. Je sais pas, moi, je prends... Non, mais je prends André Drummond, en plus, pas une blague. Je prends vraiment André Drummond. Tu prends des risques avec le choix final, là. Non. Et dernière catégorie, le contre. Hakim. Merde. Hakim. Je sais pas... Chet Holmgren, je sais même pas... À la fin, époussive. d'Antoine. Chet Holmgren. Ok, Chet Holmgren. Ce qui nous donne joueur fusionné de Théo, les mensurations de Pippen, la détente de Dr. J, la vitesse-puissance de Shaq Junior, de chaque époque Orlando, la défense et le hustle de John Stockton, le shoot de Mark Price, le handle de Jason Williams, la qualité de passe de Jason Kidd, le footwork de Kobe Bryant, la qualité au rebond de Dennis Rodman et la qualité de contre d'Hakim Olajuwon. Bon, c'est exceptionnel. Après, ton équipe est bien aussi. Hein. Ton joueur fusionné est pas mal. Moi, mon joueur, c'est un ovni. Et Wembanyama avec la détente de Ja Morant, on pouvait s'arrêter. Il passe par-dessus le panneau. Les mensurations de Victor Wembanyama, la détente de Ja Morant, la vitesse-puissance de Giannis Antetokounmpo, la défense et le hustle de Luguentz Dort, le shoot de Steph Curry, le handle de Kyrie Irving, la qualité de passe de Chris Paul, le footwork de Nikola Jokic, la qualité au rebond d'André Drummond et au contre de Chet Holmgren. Et moi, je suis censé choisir parmi ça. Un peu poussif sur la fin, mon gars. Ouais.
Et après, je suis un peu biaisé. Il y a plus de joueurs que j'aime dans la première catégorie. Avec Kidd, il y a quand même Jason Kidd, quasiment mon joueur préféré. Le Shaq d'Orlando. Et après, ton joueur Antoine, il est quand même, il est totalement. Non, mais moi, c'est un mec qui joue dans Space Jam. Il joue pas en NBA en fait. Ouais, c'est ça, c'est un monster. Alors dans la catégorie être humain, je prends le joueur de Théo. Et d'ailleurs, Théo, si je dis pas de bêtises, t'as pas pris, il y a Michael Jordan nulle part. Non, il y est pas parce que du coup, comme je savais pas quelles allaient être les catégories suivantes, j'ai pas pris. Et c'est pas grave, j'aurais pris s'il y avait mental, j'aurais mis le mental de Jordan. Ouais, il aurait pu avoir le mental. Là, c'est que du physique quasiment. Mais ouais, voilà. Donc pour les êtres humains, je prends le joueur fusionné de Théo, et s'il faut jouer sur d'autres galaxies, je prends le joueur d'Antoine. Voilà. Comme ça, je me mouille pas. J'avais pas pris LeBron ni à la passe, ni dans le. Ouais. Putain, il y en avait un au début, ni le vitesse puissance. J'avais pas pris LeBron, je me disais, on sait jamais, il va y avoir le QI qui va arriver. Voilà, ceci n'est pas de la détestation pour MJ ou LeBron. Hein, voilà, c'est juste, s'ils ne savaient pas, je leur avais pas donné les catégories à l'avance. Un petit tu préfères de Sébastien, dont il assume qu'il l'a volé à Pierre Armand. Il dit, alors vous préférez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 petits. Est-ce que vous préférez The Shot de Jordan en playoff face aux Cavs ou le Last Shot en finale NBA 98? En termes d'exécution, moi je préfère le shot face à Greg Hello. Moi aussi, parce qu'en fait, s'il le rate, c'est mort en fait pour les Bulls. S'il rate ce tir, c'est mort, alors que 98, c'est pas forcément la fin de la série, même si Chicago perd. Donc je prends aussi The Shot. Moi, je prends le Last Shot de 98 parce que voilà, j'étais assez conscient pour le voir, alors que 91, je l'ai vu après coup. C'était trop petit. Est-ce que vous préférez le dunk de Scottie Pippen sur Pat Ewing ou celui de Sean Kemp sur Alton Lister? Je prends celui de Pippen. Ouais, même si l'autre est fou, mais celui-là, je l'ai vu. Alors, c'était pas en direct, mais c'était le direct qui était possible pour nous à l'époque. C'est-à-dire que le match était passé en différé par Canal, et donc je l'ai vu au moment où il était diffusé à la télé, quoi. Je me rappelle de mon pote Marc à qui je passe le bonjour, qui était pourtant un fan d'Enix et qui s'est levé en hurlant dans mon appart. Donc ouais, je prends celui-là. Je vais prendre Pippen aussi, je me souviens pas assez bien de celui de Kemp. Il est violent, hein. Ouais. Annihilation. Il retombe et le pointe du doigt. Mais après, ce qui est fort dans celui de Pippen, c'est que c'est fort joueur sur fort joueur, quoi. C'est deux superstars une superstar qui dunk sur une superstar, c'est quand même marquant. Après, et puis derrière, derrière, il l'enjambe, après il va parler à Spike Lee, toute la séquence est folle, quoi. Ouais. Tu préfères le dunk de LeBron sur Jason Terry, celui où il a no regard for human life, ou celui de DeAndre Jordan sur Brandon Knight, où il a no regard pour Brandon Knight? Non, celui de DeAndre Jordan, c'est trop. Moi aussi. Je prends celui-là. C'était dur. Ils avaient changé la page Wikipédia de Brandon Knight en mettant une date de décès et tout. Non, c'est trop. C'est trop. La tête de DeAndre Jordan, en plus, après le dunk, est incroyable. En plus, genre 15 jours après, il fait le Rookie Game ou Rising Star, je sais plus si ça avait déjà changé, et il se mange un gros par Kyrie. Ouais, par Kyrie. Ouais, l'enchaînement terrible pour Brandon Knight, qui était pas un mauvais joueur en plus. Hein. En fait, ce que j'avais oublié, parce que je l'ai revu avec Pierre Armand, effectivement, c'est que déjà, il tombe hyper lourdement, Brandon Knight, et qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui va le relever. Personne ne veut être... Tu sens que les mecs se disent, moi, je veux pas être dans le clip qui va passer pendant des années à la télé. Je vais attendre qu'il se relève avant d'aller le checker. Tu préfères le tir de Kawhi contre les Sixers en finale de conférence ou celui de Lillard contre OKC en demi-finale de conférence? Oh, ouais, moi pareil, mais dur, mais bien celui de Lillard. Ouais. Celui de Lillard? Ouais, celui de Lillard. Après, l'impact, les vidéos et différentes photos du shoot de Kawhi, c'est un tableau presque. Hein. C'est un tableau, tu peux analyser le visage de chaque personne sur le truc. Celui de Lillard est plus. Il y a plus d'adrénaline dedans. Hein. C'était incroyable. Mais le vraiment, regardez encore. Même dans les spectateurs, chaque personne a un regard différent. Tu vois, j'adore les photos qu'il y a de cette scène. La carrière de Joel Embiid et peut-être même celle de Ben Simmons se sont jouées là-dessus. Ouais. Après, il y en a un qui a été jeté sous le roues. Ouais. Il y en a un qui a été jeté sous les roues du bus et pas l'autre, par contre. Mais voilà. Tu préfères. Il conduisait le bus, il pouvait pas tout. C'est ça. Tu préfères le dunk d'Anthony Edwards sur John Collins ou celui de Ja Morant sur Jalen Smith?
Ouais, je me souviens même plus de quel est lequel, moi. Mais je sais que les deux, c'est des dunks d'assassins, mais là, je saurais plus dire lequel est lequel. Faudrait que je les regarde. Comme Antoine, comme Antoine, j'ai honte, mais comme Antoine, en fait, je me rappelle, mais pas assez. Je les ai vus, mais je me rappelle pas assez précisément, quoi. Pareil. En fait, tous les dunks de Morant, ils sont impressionnants parce qu'ils partent de plus bas, forcément, mais celui d'Edward sur Collins, il est violent quand même. Hein. Alors, si, il lui met un coup de coude. Collins se prend un coup de coude dans la mâchoire au passage, là. Ouais, c'est ça. Ouais, si, je me rappelle de celui-là. Bah, je vais prendre celui-ci parce que celui-là, je me rappelle quand même plus clairement que celui de Ja Morant. Ouais. Neutre. Neutre. Ensuite, c'est spécialement pour Antoine, je suis désolé Théo, là c'est question de Romain B, tu verras pour une fois que... J'ai bon ou pas? Pour une fois pour une fois que ça parle de cyclisme, Antoine va être content. Question de Romain qui nous propose une comparaison entre cyclisme et basket, deux sports difficilement comparables mais complémentaires pour les suiveurs. En effet, la saison cycliste s'arrête en octobre quand le basket reprend fin janvier, quand les saisons régulières peuvent lasser. Il nous propose donc quelques profils de cyclistes pour lesquels on peut lui donner leur équivalent en basket, en NBA ou pas. Je sais pas si je connais assez, mais je vais essayer, ok. Ouais, c'est des superstars du cyclisme, hein, t'inquiète. Ok. Qui serait votre Julien Alaphilippe, c'est-à-dire le plus beau palmarès français encore en activité? Nicolas Batum. Oui, je dirais Batum aussi. Nando, c'est Nando quand même. Nando pour l'Europe. Ouais, non, Nando de Colo. Nando a plus. Il a plus pareil, il a un peu. Ouais, il a une bonne dégaine de cycliste. Vite fait, hein. Il ressemble. C'est un nordiste en plus. Ça me fait penser un jour au fait de Bayonne. Un jour, il y a un mec qui m'a appelé Alaphilippe. Voilà, je peux m'empêcher. Il y a un petit quelque chose, hein. Un petit quelque chose, je sais. Pas totalement dénué de. Il s'est retourné. Bon, il devait être alcoolisé. Il m'a dit Oh, Julien Alaphilippe. Putain, il est grand. Il est devenu grand. Alaphilippe. T'as dit oui ou pas? De quoi? T'as dit oui ou pas? Je crois, ouais, je suis possible, mais j'étais aussi alcoolisé pour le coup. Il y a un mec qui est aujourd'hui encore persuadé d'avoir tapé dans la main de son idole. Mais ouais, Nando de Colo. Qui serait votre Lance Armstrong, le grand méchant? Ouais, avant, quand tu m'as dit des profils, je savais qu'il y aurait cette question et je suis en train de réfléchir. Il faudrait un grand méchant qui gagne tout, mais qui a un downfall quand même. On a un certain Julien Detschutner qui serait dans la rédaction, qui serait très tenté de dire LeBron ou voir Jordan pour faire un petit rapport avec le dopage. Je sais pas, qui serait l'espèce de mec comme ça. Tu vois, ça te parle, hein, Théo Lance Armstrong? Oui, si. Ouais. Je pensais que la question était sur le dopage, effectivement. Ouais. Si c'est juste méchant, c'est dans la NBA actuelle, c'est pas si simple, quoi. Non, ce serait plutôt quelqu'un qui a été qui a dominé, mais je dirais Jordan, qui a dominé outrageusement, il n'était pas détesté, il était craint et admiré. Ouais, mais impitoyable. Ouais, c'est vrai, mais il était craint aussi. Armstrong, les gens avaient super peur de lui, tu vois. Ouais. Bien sûr, Jordan n'est peut-être pas. Il y a toutes les comparaisons avec Armstrong sont peut-être pas justes, mais j'aurais dit Michael Jordan quand même, qui a dominé outrageusement sans jamais perdre, en étant super craint. Petite rumeur de dopage, plusieurs carrières, il est revenu. Ouais, je vais dire Jordan. Moi sur le côté contrôle des choses, le système un peu, je parle pas du tout de dopage, attention, je n'ai pas preuve de quoi que ce soit, mais le contrôle des opérations et de la narration, LeBron, il y a quelque chose. LeBron est pas mal, ouais. Après, Jordan aurait certainement fait la même chose s'il avait vécu à la même époque avec les mêmes moyens de communication, hein, mais moi je dirais plutôt LeBron, qui a été détesté en plus, hein, quand même, surtout avant de gagner. Oui, tout le monde voulait le voir perdre, LeBron, c'est vrai. Voilà. Qui serait votre Jonas Vingegaard, le champion qui semble fuir la célébrité? Genre la superstar, le super joueur. Nicolas Jokic. C'est pas mal, hein. Ouais. Je pense que c'est pas mal. J'ai pas de meilleur. Ouais, c'est ça. Ça aurait été lui ou Duncan, j'imagine. Je connais pas le cyclisme. Ah, c'est pas mal. Duncan, c'est pas mal aussi, parce qu'ils ont tous les deux un petit côté, une forme d'un peu d'autisme. Je me permets. Alors, j'ai pas bien employé le mot parce que normalement, ça rentre quand même dans un spectre. Et là, je suis pas sûr que ça s'applique à ces deux athlètes, mais il y a un petit côté marginal. Alors plutôt, je devrais dire marginal plutôt. Très bien pour Vingegaard et Jokic. Et enfin, qui serait votre Eddy Merckx, le meilleur de tous les temps? Je ne vous fais pas l'affront de vous demander votre GOAT, mais peut-être le meilleur européen de l'histoire, nous dit le Shrug. Je vais essayer de rester sur un mec qui gagnait tout. Je me demande si Bill Russell, ça pourrait pas être l'espèce d'Eddy Merckx, tu vois. Un truc d'un autre temps, mais qui dominait tellement. Exactement. Je vais rester sur Bill Russell.
Ah, c'est pas mal, je trouve. Bon, sans le côté. Bon, je connais pas assez bien la vie d'Eddie Merckx, hein, mais je crois pas qu'il y ait eu les mêmes combats sociaux et tout ça à mener, par contre. Mais Bien Eddie sûr. Merckx, le cannibale, si je ne dis pas de bêtises, c'était son surnom. Très bien pour cette petite aparté avec le cyclisme. Une question de Stéphane qui nous écoute tous les jours lors de ses trajets quotidiens sur les routes landaises. Grand fan des Mavs de Dirk Nowitzki, on m'a offert plusieurs maillots du grand Luka Doncic. J'étais super hypé au début, mais je trouve que malheureusement, il ne met pas tous les ingrédients nécessaires à la réussite des Mavs. Condition physique qui ne lui permet pas de tenir une saison et encore moins de se présenter en finale au max. Leadership douteux, il doit être un super camarade mais mériterait quand même qu'un tonton lui colle une tape derrière la tête quand il commence à pleurer auprès des arbitres. Je me demande finalement si son plafond ne va pas être le même que James Harden ou Carmelo Anthony. Je sais qu'il a encore le temps et j'espère sincèrement que cette équipe des Mavs aille au bout un jour, mais Doncic en l'état me fatigue. Et vous ? Allez Théo, je vais te laisser commencer. Non, moi je pense pas qu'il est plafonné, Doncic. Et je pense que alors effectivement sur l'attitude, on en avait parlé notamment en finale NBA l'an dernier. Là, ça je partage. Il y a des choses qui doivent changer en fait. Mais par contre sur la condition physique, je suis pas tout à fait d'accord non plus. L'an dernier, il est arrivé plutôt affûté. Cette année, j'ai trouvé que c'était correct. Là, il a des pépins de santé, mais je suis pas sûr que ça soit sur ces 2 dernières saisons, en tout cas dû à un manque de préparation. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Je trouve vraiment extrêmement talentueux et je pense pas qu'il plafonne. Je pense qu'il y a encore une marge et qu'effectivement, elle passera par des succès collectifs. Mais en fait, on oublie un petit peu. C'est ça le problème avec les joueurs qui sont dominants aussi jeunes, c'est qu'on oublie leur âge au bout du compte, quoi. Et que moi, je pense que c'est pas du tout. On n'a pas vu le meilleur de Doncic. Je suis entièrement d'accord avec Théo. Je pense pas que Doncic est plafonné. Je pense qu'il y a encore un cap, qui est effectivement peut-être un peu plus subtil parce qu'il est peut-être plus mental qu'autre chose et que la perception va effectivement dépendre de si les Mavs gagnent ou pas. D'un coup, dès que tu es dans une équipe qui gagne, c'est comme si tu n'étais plus le même homme, alors qu'en vérité, tu as toujours les mêmes caractéristiques. Et je mettrais même aussi un truc sur le leadership. Je suis pas sûr que ce soit un mauvais leader, Luka Doncic. C'est vrai que dans l'attitude, c'est parfois très désagréable, mais je pense quand même que ses coéquipiers aiment jouer avec lui et que c'est une forme de leadership aussi, tu vois, quand tu tires les autres vers le haut. Après, oui, il y a du travail à faire mental. C'est peut-être justement ce qu'il lui faut, c'est que tu vois, tu mûris, tu te dis, mais attends, je suis très fort et je gagne toujours pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un espèce de travail mental, tu comprends un peu mieux et tu passes ce cap. Ça a été le cas pour LeBron James, ça a été le cas pour Michael Jordan sur d'autres choses, tu vois, sur d'autres aspects, mais il y a toujours une espèce de compréhension un peu de ah ok, c'est ça qui bloque. Donc moi, je suis comme Théo, je pense qu'il y a un bel avenir encore pour Luka Doncic. Puis là, la comparaison entre Harden et Melo sont des Hall of Famers, il n'y a pas de souci. Moi, en plus, j'ai adoré Carmelo Anthony, mais c'est quand même des joueurs moins extraordinaires dans le sens littéral du terme. Que Doncic, c'est pas loin d'être du jamais vu aussi. Enfin, en tout cas, il est plus original, je trouve, dans le jeu et plus unique que Harden ou Melo, même si c'est des joueurs énormes. Ça a été des joueurs énormes. Moi, je pense aussi qu'on n'a pas tout vu encore de Luka Doncic, mais qu'il y a là aussi une marge de progression sur certains aspects que vous avez très très bien évoqués. Question de Jesse, qui aimerait avoir notre avis sur lequel des 2 joueurs qu'il va nous citer a la meilleure carrière. Attention, en prenant également en compte le niveau du joueur. Donc il y a la carrière et le niveau. Sinon, il est évident que l'un a une meilleure carrière que l'autre et que l'autre est plus talentueux que l'autre. En gros, qui classeriez-vous devant entre Robert Horry et Tracy McGrady dans un classement all-time? J'ai volontairement essayé de ne pas mettre des joueurs du même poste pour rendre la tâche plus compliquée. Ils nous en envoyaient pas mal, on en refera peut-être au fil des semaines des comparaisons comme ça. Et si vous pouvez également expliquer le pourquoi du comment, c'est un plus. Merci à vous. Moi, je mets T-Mac et des années-lumière au-dessus de Robert Horry. Si on parle du meilleur joueur, ça, ou la meilleure carrière? Non, meilleure carrière. Meilleure carrière, mais t'inclus le niveau de jeu. Il faut inclure quand même. Je prends T-Mac quand même. Tracy McGrady, c'est de mes yeux, je pense, des joueurs dont j'ai pu suivre la carrière. Le prime de T-Mac, je pense que c'est top 5 de ce que j'ai pu voir en termes de talent. Ouais, c'est assez fou, ouais. Phénoménal, quoi. Et alors oui, il n'y a pas de titre. C'est sûr, il n'y a pas de titre. On peut pointer du doigt la difficulté à passer le premier tour des playoffs longtemps. On sait maintenant que c'était pas le plus gros bosseur, des blessures, etc. Mais
pour moi, la carrière de T-Mac, c'est phénoménal, c'est Hall of Famer. Et j'ai adoré Robert Horry, hein, Robert Horry, rookie, rookie ou deuxième année avec Houston. Quand ils sont champions avec Houston, je sais plus si c'est sa saison rookie ou... Non, ça doit être sa deuxième année, parce que c'est Sam Cassell qui est rookie cette année-là. Mais sa carrière, elle est incroyable, mais c'est une carrière incroyable de role-player. Pour moi, la carrière de... Enfin, voilà, T-Mac, c'est au-dessus. Exactement pareil. Si on était toujours dans les comparaisons cyclisme, Tracy McGrady, ça serait peut-être Jan Ullrich. Pour le coup, c'est mon idole cyclisme et Tracy McGrady, c'est vraiment un des joueurs que j'ai le plus aimé. Peut-être mon deuxième joueur favori all-time avec Manu Ginobili. Et je suis d'accord avec Théo. Même si c'est quoi, 7 bagues, Robert Horry 7, ouais. Voilà, T-Mac, il était trop fort en fait. Tu vois, c'est bien Horry pourra raconter, ouais, je gagnais 7 titres, il y a des trucs, mais T-Mac, t'es juste trop fort. Si tu me demandais de choisir, tu vois, peut-être que purement égoïstement, j'aurais préféré avoir la carrière de T-Mac et de me dire, ah ouais, mais j'ai été trop chaud, mec, tu vois, plutôt que de me dire, ouais, j'ai gagné 7 fois, ouais, c'est cool, mais j'étais T-Mac, tu vois. Donc non, T-Mac. Moi, je prends la carrière de Robert Horry, les gars. Parce que c'est pas 7 titres, juste j'ai participé, j'ai eu il a quand même flingué Moi, il m'a flingué le moral d'équipes que j'adorais et que les Lakers ou les Spurs ont battu. Les Rockets, j'étais un peu petit, hein, mais je trouve sa carrière, évidemment que c'est pas un aussi bon joueur que T-Mac. Le prime, tu l'as dit, il était phénoménal, Théo. C'était le joueur trop stylé, tout le monde avait envie d'être T-Mac avec le maillot et tout, mais je pense quand même qu'après, quand tu regardes le CV, il est juste magnifique. Et Horry, peut-être que dans ce rôle de mec ultra clutch, parce qu'il était quand même incroyablement clutch, et il appuyait sur un bouton et il passait de joueur totalement lambda à mec qui tue à la fin. J'aime bien quand même cette étiquette de killer de fin de match, d'avoir gagné avec des équipes différentes en ayant un rôle important à chaque fois. Moi, voilà. Attention, T-Mac à Orlando, j'ai kiffé, c'est un joueur fabuleux, mais voilà, moi je vais donner un peu d'amour à Robert Horry. Je regardais le joueur mutant que j'ai créé tout à l'heure là. Ouais. Il y a quand même pas mal de trucs, c'est T-Mac en fait. Hein. Ça ressemble à T-Mac. Ouais. Mais ouais, non, mais je comprends après Robert Horry, effectivement. Après, bon, je vais faire vraiment le mec qui cherche, mais il y a pas mal de shoots que Robert Horry a mis parce qu'il était tout seul, quoi. Et c'est pas un hasard s'il était tout seul à ce moment-là du match, c'est que la défense avait d'autres mecs à couvrir en. C'est ce que Duncan priorité, disait. quoi. Duncan disait parce que le gars, il était mauvais avant, en fait. Il y a des matchs où il était complètement pas engagé et tout. Et d'un coup, il avait un sursaut. Le fameux même avec le mec qui joue aux jeux vidéo et qui se redresse d'un coup, là. C'est Robert Horry. C'est pas nous en train de jouer à FIFA ou NBA 2K qui se redresse. C'était Robert Horry qui se redressait. Et là, ça devient. Mais oui, bien sûr que tu as raison. Et il a joué dans des très très grosses équipes aussi qui lui permettaient d'avoir ce rôle-là. Mais il faut. Les planètes sont alignées pour lui et il a très bien exploité la chose. Il a super bien géré sa carrière, par contre. Choix de club après équipe. Question de Andrés. Pourquoi, selon vous, la France et en particulier Paris regorge-t-elle de tant de talents individuels et pourquoi la France jouit-elle d'une telle popularité en basket alors que l'on entend souvent des critiques sur le système de formation français, comme en témoigne le manque de présence au poste de meneur en équipe nationale? Alors Andrés, il a une réponse personnelle très détaillée et intéressante que je vous lirai après vos propositions. Mais voilà ce qu'il nous demande. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de talents en France et en particulier à Paris? Paris, j'ai l'impression que c'est en grande partie la densité de population, tout simplement, quoi. C'est qu'il y a tellement de joueurs, tellement de clubs que c'est normal qu'il y ait beaucoup de joueurs qui émergent de la région parisienne. Pour la France, déjà parce qu'on a quand même une longue culture de basket. C'est un sport qui est joué dans notre pays depuis longtemps, au bout du compte. Et puis, je pense qu'on peut pas... il y a aussi un aspect qui est, je pense, inévitable, c'est que... il y a aussi une des conséquences d'avoir été un pays avec un... Comment dire assez colonial. Exactement. Et ça, voilà, c'est... Alors, j'allais dire... Je sais pas comment le formuler, parce que tu sais, à l'heure actuelle, il faut bien choisir ses mots quand on dit... par rapport à ce qu'on veut dire, mais j'aurais été tenté de dire que c'est une des choses... ça a été une chance. Et non, si, c'est ça. Ça a été une chance pour la France. Mais je retire rien au drame que ça a été et puis à la honte que ça a été, la honte qu'il y a à retirer du passé colonial de la France. Mais c'est un argument qui fait que, notamment en équipe de jeunes, sur le continent européen, on a une diversité de morphotypes et de qualité athlétique qui fait qu'on est
particulièrement bon, notamment en équipe de jeunes. Genre, tous les ans, on fait des... Enfin, je veux dire, les années où on ne fait pas de médaille en équipe de jeunes, l'été, c'est quasiment un drame, en fait. Alors que tous les ans, on est habitué à avoir des performances là-dessus. Donc, je pense quand même que c'est un des éléments qui font de la France un pays un peu à part à l'échelle européenne. Et même si maintenant, ça change, pendant longtemps, même quand on regardait les championnats d'Europe, on était la seule équipe métissée, en fait, de toute l'Europe, quoi. Il y avait, je sais pas, tu avais Carlton Meyers qui jouait pour l'Italie, et puis tu avais l'Allemagne parfois qui avait, je sais pas, je repense à des joueurs d'origine turque ou ce genre de choses, mais sinon on était vraiment, on sortait du lot à l'échelle européenne. Et voilà, je pense que c'est une des choses qui explique qu'on est un pays un peu à part en Europe. Moi, je vais ajouter un truc. Si tu regardes les grosses puissances économiques, tu peux faire un lien entre grosses puissances économiques et grosses puissances sportives. Je ne parle pas que du basket, là, du coup, je suis à l'échelle du sport. C'est-à-dire que si tu es dans un pays riche, tu as les moyens pour développer tes athlètes. Tu vois, donc tu as un système mis en place pour non seulement, c'est pas juste que tu as un vivier de talent, c'est qu'après, tu peux l'exploiter. Par exemple, si je prends le pays de ma femme, le Nigeria, je pense qu'au Nigeria, il y a de quoi te faire une équipe de basket ou de foot qui t'éclate la terre entière, tu vois. Mais il n'y a pas les moyens mis à disposition pour développer ces mecs-là. Et derrière, ils partent, ils vont en Angleterre, aux États-Unis. Si tu formais l'équipe des Nigérians qui vivent aux États-Unis, avec Adebayo, tout ça, tu aurais une équipe absolument redoutable. Bref. Tout ça pour dire que là, pourquoi Paris? C'est la plus grosse ville, c'est le point central en plus dans notre pays qui est centralisé, qui fonctionne un peu différemment. On a un pays où tout est à Paris. C'est le point central d'une des plus grosses puissances économiques du monde. Donc forcément, tu as un vivier de talent énorme qui peut être développé dans tous les sports. Et après, comme l'a dit Théo, on a du coup une culture basket. Je ne sais pas si on a une culture basket, mais on a une histoire de basket qui est assez longue. Ouais. Donc c'est pareil, on peut développer des talents au hand, on peut développer des talents au foot, on peut développer des talents au basket. Et c'est voilà, tout ça, c'est rendu possible, je pense, par l'alliage grosse ville avec 10 millions et quelques d'habitants si tu prends la banlieue et l'économie pour repérer et développer ces talents-là. Et du coup, c'est ce qui différencie, c'est ce que nous explique Andrés aussi. Il nous dit, une question m'a toujours intrigué, pourquoi le basket ne jouit pas d'un succès similaire en Angleterre alors que ces deux pays partagent des passés coloniaux semblables. Et donc il nous dit, en étudiant quelques estimations statistiques, bien que la proportion de personnes d'origine caribéenne soit comparable entre les deux pays, la France compte 2 fois plus de personnes d'origine subsaharienne. Il évoque aussi les conséquences indirectes du plan Marshall. Les États-Unis ont financé à hauteur de 100 milliards la reconstruction de l'Europe. La France fut la principale bénéficiaire de cette enveloppe. Et l'explosion à l'échelle mondiale du divertissement américain d'après-guerre et le fait que les grandes capitales mondiales comme Paris en soient devenues leurs destinataires, la France a été particulièrement touchée. De génération en génération, ce qui était local a été perçu comme démodé et ringard. Cette américanisation couplée à la dynamique démographique post-coloniale furent les éléments idéaux pour accueillir notamment la culture hip-hop et permettre à celle-ci qu'elle explose en région parisienne puis en France, en devenant le deuxième marché hip-hop mondial après les États-Unis, ce qui à son tour posa les bases pour l'explosion de la culture NBA en France. Donc voilà, ça fait partie des explications d'Andrés, mais je pense que vos propositions sont intéressantes. Il nous dit aussi que les plus gros tournois de streetball au monde, comme le K54, se déroulent à Paris et non au Rocker Park de Harlem. Ce n'est pas un hasard et c'est révélateur de l'impact profond de ces facteurs sur la popularité du basketball en France. Voilà. Mais c'est marrant qu'il parle de tout ça parce que moi, ça me semble très juste, notamment pour les gens de ma génération. C'est pour ça que, par exemple, un joueur comme Moustapha Sonko, c'est vraiment... des gens de ma génération qui ont grandi en Ile-de-France, c'est vraiment une légende. En fait, ça a été vraiment un joueur dont l'impact a été bien plus important que simplement sa carrière ne pourrait le laisser imaginer. Parce que pour nous, en fait, il représentait un petit peu ça, ce côté... on va sortir des codes d'un basket très rigide à l'ancienne, entre guillemets. On est des joueurs soit... alors parisien ou de banlieue, mais avec une attitude qui est un peu différente, avec ce côté culture américaine, hip-hop, film, série, etc. Enfin, série, non, il n'y avait pas ça, mais cinéma et musique. Et effectivement, je pense que ça a été un facteur qui a accéléré, je pense, l'engouement pour un certain pan de la population, notamment dans les zones urbaines et a fortiori en Ile-de-France. La culture américaine, la NBA et le hip-hop, leur émergence en France, je pense, ont accéléré tout ça. Très bien. On passe à une question suivante. On va prendre la question d'Anthony du 07.
Je vous propose une petite question sur les impacts des choix de carrière sur la trace qu'un joueur peut laisser dans l'histoire. Ainsi, les médias relatent souvent la passion du jeu de Kevin Durant, son staccanovisme, et aussi le fait qu'il est l'un des plus grands attaquants de l'histoire de la NBA, ou en tout cas l'un des plus complets et inarrêtables. Pour autant, ses choix de carrière et notamment la multiplication des franchises pour lesquelles il a joué ne vont-ils pas limiter la trace qu'il va laisser dans l'histoire de la Ligue ? Si son image était assimilée à une seule franchise, notamment OKC, n'aurait-il pas une place plus élevée dans les meilleurs joueurs de tous les temps ? Et en élargissant un peu plus la réflexion, avez-vous en tête des choix de carrière qui ont pu nuire à la trace qu'un joueur a laissée dans la Ligue ? Je pense personnellement à celui de Dwight Howard quand il a rejoint les Lakers. Il aurait pu être le plus grand joueur d'Orlando, mais son choix l'a assimilé à un sous-Shaq, d'autant plus qu'il a été mangé par le Black Mamba. Merci pour votre réflexion. Mais il ne l'a pas choisi. Ça, c'est le premier bémol. Il ne l'a pas choisi, Dwight Howard. Il a été transféré aux Lakers. Il n'a pas choisi. Mais il le répète souvent qu'il n'a pas choisi Los Angeles. Ouais. Mais bref, je voulais juste mettre ce bémol parce que Dwight Howard, il insiste justement sur ça. Après, il insiste après coup. Il voulait partir. Il voulait partir. Mais moi, Kevin Durant, je pense qu'en termes de talent, tu as le mec qui aurait pu être le meilleur joueur de tous les temps et qui aurait dû, aujourd'hui, à ce stade de sa carrière, être cité pas loin de LeBron James et de Michael Jordan. Et je pense effectivement que ça rejoint des choix de carrière, mais aussi une attitude, un mental, etc. Mais Kevin Durant, sur le talent pur, c'est exceptionnel. Et oui, ses choix de carrière vont impacter sa legacy dans le sens où, aujourd'hui, on peut même se demander quelle équipe va retirer son maillot, en fait. Le Thunder va finir par le retirer, c'est évident. C'est évident. Mais pour l'instant, il y a un désamour et il y a une haine qui est encore assez profonde, même si je pense qu'avec le temps, à un moment, il faut tourner la page. C'est moins populaire que Westbrook, oui, c'est sûr. Ouais, je pense qu'effectivement, le Thunder va retirer son maillot, mais au Nets, ça ne sera jamais retiré. Au Suns, ça sera sans doute pas retiré, c'est la fin de sa carrière. Et même aux Warriors, je suis pas sûr qu'il lui retire, en fait. Il est resté tellement peu longtemps. Il est resté 3 des finales. Il reste 3 saisons. Il est resté 3 saisons. Et je pense que Kevin Durant, avec... C'est pas tant les choix de carrière, mais en fait, c'est vraiment surtout la mentalité, je pense. Avec une autre mentalité, Kevin Durant aurait dû être tellement haut dans les classements. Et un autre gars qui, pour moi, où là, c'est plus les choix de carrière, mais ça rejoint aussi la mentalité, c'est Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, il aurait dû avoir une meilleure carrière que ça. Bien plus tôt, plutôt, il l'a jamais fait au final, mais si, à toute fin. Mais Carmelo Anthony, il a souvent... Et c'est pas une tare, parce qu'au final, t'es un être humain, tu choisis tes priorités, tu choisis tes valeurs, tu choisis ce que tu veux. Tu vois, que j'aurais peut-être choisi la même chose que lui, mais souvent, il a voulu être absolument la superstar de l'équipe. Tu vois, s'il avait joué en NBA comme il jouait en FIBA, même si c'est pas le même basket, mais s'il avait accepté un rôle à peu près similaire, mais Carmelo Anthony, t'imagines, il rejoignait une équipe comme les Bulls de Derrick Rose ou même d'autres équipes. À la base, ça devait être lui à la place de Chris Bosh, tu vois, à Miami. Mais non, parce que monsieur a voulu prendre 5 ans parce qu'il voulait l'argent max. Il a souvent voulu l'argent et être la superstar. Et encore une fois, je ne critique pas des masses ce choix parce que j'aurais peut-être fait la même chose à sa place. Mais je pense que Carmelo Anthony, avec d'autres choix de carrière, aurait pu aller plus haut. Alors, je suis partagé. Alors, pour répondre à la question, je suis d'accord sur le fait que les choix de carrière impactent la legacy. Pour KD, moi, je pense pas qu'il avait le talent. Je pense pas qu'il soit de la même classe de talent qu'un Jordan ou qu'un LeBron personnellement, parce qu'en fait, il y a quand même eu des équipes talentueuses, même du côté du Thunder. Il y a eu des bonnes. Ils sont allés en finale NBA. Il y a eu d'autres saisons où ils avaient des bonnes équipes où tout le monde n'était pas forcément blessé. Et il y a un moment en fait que c'est juste ou c'est pas juste. Même finalement la série de playoffs où il est extraordinaire des Nets face aux Bucks là où ça se joue à un orteil sur la ligne. Malheureusement, en fait, l'orteil, il est sur la ligne, en fait. Et que finalement, au bout du compte, il y a quand même une espèce de mythologie, peut-être, qui se greffe autour de parcours de joueurs hors normes. Mais c'est pas non plus... Tout n'est pas du mythe, tout n'est pas du hasard. Par contre, effectivement, je pense que ses choix de carrière vraiment impactent sa legacy. Je suis pas sûr qu'il laissera une grande marque, en fait, dans l'esprit des gens. Ce qui concerne son maillot, OKC, bien sûr, va le retirer. Ça sera intéressant de savoir... en fait quel maillot sera retiré en premier, si leurs maillots seront retirés le même jour, en même temps ou pas, avec Westbrook bien sûr, on verra. Les Warriors, je serais étonné qu'ils le retirent pas au bout du compte, parce qu'en fait, même si c'est pas pour rendre hommage à KD et que c'est pour faire mousser ta franchise en fait, ça fait voilà, moi je pense qu'ils retireront son maillot. Mais effectivement, les choix de carrière, moi ces choix je les trouve dramatiques. Autant au bout du compte celui des Warriors, j'étais surpris.
mais ça m'a pas choqué, ça me choque pas en fait. Les joueurs ont le droit d'aller où ils veulent. Ça me pose pas de problème en fait. Ce qui me faisait bizarre, c'est de me dire bon bah oui, tu rejoins quand même l'équipe qui t'a sorti après que t'es mené 3-1 quoi. Parce que cette série-là, on l'oublie beaucoup. Hein. On parle beaucoup de celle des Warriors, mais celle du Thunder, on n'en parle pas beaucoup. J'ai plus été surpris. Par contre, derrière, ce qui me gêne en fait avec KD, c'est au-delà des choix, c'est sa manière en fait de les exprimer quoi. Il y a un moment, oui, t'as le droit de faire ce que tu veux, bah fais ce que tu veux, mais arrête de dire les gens n'y connaissent rien au basket. De toute façon, ce que vous dites, j'en ai rien à foutre de la vie des gens, alors que manifestement c'est pas vrai. Juste vis ta vie quoi, mais choisis en fait. Je trouve qu'il est toujours entre vouloir faire croire que c'est juste un basketteur et qu'il se soucie de rien d'autre que de jouer au basket, et en même temps vouloir dire bah non, je vais aller dans cette équipe là parce que je veux créer mon propre truc, je vais choisir les joueurs, je vais choisir le coach, je vais faire venir DeAndre Jordan parce que c'est mon pote. Il y a un moment, choisis, tu vois, quelque part. Et il y a le fait, moi c'est ça qui me semble, c'est le fait que dans tout ce que tu as dit là, c'est qu'en plus il semble détaché de la situation alors que c'est un joueur all-time, on est d'accord là-dessus. Et qu'à chaque fois, il donne l'impression d'être juste un gars qui est là et qui donne pas son avis sur les choses. Oh, c'est pas tellement de ma faute s'il s'est passé ça. Moi, vous savez, je discute pas avec les dirigeants. C'est pas moi qui ai fait venir Kyrie. On n'a pas choisi ensemble le coach. Enfin, c'est ce côté-là qui me dérange un peu chez lui et qui va avec un truc plus large sur ce qu'il voulait dans sa carrière, son identité en tant que joueur. Il avait peut-être pas le côté alpha qu'on critique parfois chez d'autres, le fameux je suis le leader de tout, je suis décisionnaire. LeBron, Jordan et compagnie, ça je sais pas, il a jamais réussi à bien l'exprimer et on n'a jamais vraiment su s'il voulait absolument être le numéro 1 et parfois il donnait l'impression d'être ça. Je comprends pas pourquoi on dit que c'est pas mon équipe ou pourquoi je suis pas le numéro 1 sur la planète, et c'est un peu ça qui ternit un tout petit peu sa legacy. Par contre après l'histoire parfois elle se réécrit aussi, hein. Il y aura des analyses sur le joueur qu'il était et qui est quand même invraisemblable offensivement, mais je suis d'accord, il est pas de la... En tout cas, au niveau de la carrière, il peut pas être mis sur le même plan que Jordan, LeBron et compagnie, quoi. Voilà pour KD. On a une question de Maxime de Nîmes qui nous dit « J'apprécie particulièrement vos contenus et apprends beaucoup grâce à vous, n'ayant jamais joué au basket de ma vie, mais je regarde quotidiennement depuis des années et j'ai une question qui me rend fou et me ferait me tailler les veines si j'étais coach de basket. Les stats principales mises en avant dans votre sport sont les points, les passes, les rebonds, les interceptions et les contres. Parmi les 5, il y a un intrus selon moi, les contres. Autant les 4 autres apportent soit du scoring, soit un changement de possession, mais le contre, ou plutôt la manière dont les joueurs contrent justement, me pose problème. Pourquoi les joueurs envoient-ils le ballon au 4e rang des tribunes et en plus sont fiers de ça, en montrant leurs muscles à la foule en délire, au lieu d'essayer à minima de laisser le ballon en jeu? Parfois, je me dis que Victor Wembanyama contre un tir qui, pour aller dans mon sens, n'allait pas rentrer. Et il envoie la balle en tribune, possession inchangée, remise en jeu, 3 points dedans pour l'équipe adverse. Son compte a donc potentiellement coûté 3 points à son équipe. Je ne peux m'empêcher de penser quand je me réveille et que je constate que Wembanyama a fait 8 contres. Je me demande, a-t-il coûté 24 points aux Spurs? Alors c'est un peu, voilà, vous comprenez un peu le raisonnement par l'absurde, mais est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à la statistique des contres? En fait, c'est marrant. Alors déjà, c'est parce que ça me rappelle un peu ma jeunesse, parce que je me rappelle avoir grandi en entendant George Eddy parler de ça, en disant voilà que Bill Russell, lui, bah, justement, il contrait en conservant la possession. Enfin voilà, moi, j'ai grandi en entendant ça, notamment. Je me rappelle, on parlait de Dwight Howard tout à l'heure là. Spécialiste du volleyball, ouais. Ouais, voilà, exactement. Alors, c'est intéressant, mais c'est pas faux. Moi, je pense qu'effectivement, c'est quand même une stat qui est importante parce que c'est une situation où tu empêches un adversaire qui manifestement a pris un avantage de pouvoir marquer. Donc, c'est important et c'est normal que ça soit mis en avant. Par contre, c'est vrai que culturellement, en fait, il y a un fond de vérité en fait dans ce que dit, dans ce qui est dit là. C'est que autant il y a des situations où l'inertie fait que tu vas pas pouvoir contrôler le ballon en fait. Tu vas juste ta priorité c'est de l'empêcher le ballon de rentrer dans le cercle. Donc tu vas le contacter et quoi qu'il arrive, il va sortir. Mais par contre, c'est vrai qu'on a tellement grandi quand même, je pense tous, en voyant des images de contre violents où le ballon est renvoyé. Il y a aussi une notion quand même psychologique qu'on peut pas nier en fait. Un joueur qui vient de se prendre un gros contre, souvent à tous les niveaux, il va hésiter avant de retourner. Il y a, la foule se met à gueuler. Il y a cet impact aussi qui rentre en ligne de compte. C'est pas tout systématiquement suivi par quelqu'un qui va mettre un tir à 3 points. Parfois, un contre violent peut changer le momentum et l'équilibre de ce qui est en train de se jouer sur le terrain. Mais par contre, c'est vrai, malgré tout, que je pense
on est conditionné par tout ce qu'on a vu, que la plupart des comptes qu'on a vus, c'était ce type de compte, et qu'il y a des situations dans lesquelles, effectivement, il pourrait y avoir même un travail technique de formation lié sur le fait de toucher un ballon et d'essayer de soit l'orienter vers un coéquipier, comme Jokic, ça peut lui arriver de le faire aussi, parce qu'il n'a pas forcément la détente de Dwight Howard, ou de manière à pouvoir le contrôler et essayer de garder le ballon en jeu. Après, si tu le gardes en jeu et que c'est pris par un adversaire, c'est quand même plus dur de défendre sur une action alors que c'est un adversaire qui récupère la balle que sur une remise en jeu. Et je finis là-dessus, parce que la situation dont parle la personne qui nous pose la question, en fait, quand il y a une remise en jeu, pendant quelques secondes, tu joues à 5 contre 4. Tu as 5 défenseurs qui s'occupent de 4 attaquants, puisque le dernier est hors terrain. Donc c'est quand même une solution qui est plutôt à l'avantage de la défense, alors que les situations de fumble ou de scramble, là où la balle allait, tu sais pas où, ça peut aller. Finalement, il n'y a pas forcément d'avantage pour l'équipe qui a défendu, notamment des équipes qui sont pas bien organisées, où là encore une fois, combien de fois le joueur qui vient faire le contre a fait la bonne rotation, et il est venu aider un camarade, et si derrière il n'y a pas ce qu'on appelle l'aide de l'aide, ça peut être ton propre joueur qui marque, et ça c'est assez... je pense que Antoine, tu seras d'accord avec moi. C'est quand ça t'arrive, t'es bien vénère et tu dis bon c'est comme ça. Moi, j'ai défendu pour rien quoi. Ouais. Voilà. Non mais je pense t'as super bien résumé le truc. Après c'est marrant, je crois que Benjamin avait une stat sur Wembanyama sur le fait qu'il récupère, enfin que c'était un des mecs qui contre mais où la possession reste à son équipe, qui avait un truc comme ça. Benjamin avait fait un truc là-dessus. Mais il y a du vrai, oui, il y a du vrai. Le contre est un peu surcoté. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Jalen Williams, sur le trophée de défenseur de l'année. Il dit aussi que au final, les journalistes regardent que les contres. Enfin, ceux qui votent regardent que les contres. Et je pense que c'est parce qu'il y a une méconnaissance un peu aussi de la défense, que ça nécessite de regarder tellement de matchs pour vraiment savoir qui défend le mieux, que c'est parfois plus simple de regarder les contres. Moi, je me souviens quand moi j'étais jeune, on disait que le contre, c'est le dernier recours. Tu vois, c'était le truc, bah ouais, mais ça veut dire que normalement, si t'as bien défendu, t'as même pas besoin de contrer, tu vois. Genre, parce que le mec, soit il a pas la balle, soit il peut pas tirer, etc. Et il y a du vrai dans tout ça. Après, c'est vrai qu'un contre, c'est très spectaculaire. Quand on voit le ballon à 4 mètres, il y a une espèce de libération, tu sais, il y a une dépense, je sais pas, c'est un peu comme un dunk, tu vois, il y a toute une énergie qui se crée, et notamment, et je pense que c'est encore vrai en tant qu'adulte, mais moi, je me souviens dans mes matchs de jeunes, on avait un pivot à Massy qui mettait beaucoup de contres, et ça crée une espèce de... Quand tu sais que ton pivot est là, bam, il envoie un bloc, peu importe qui récupère la balle derrière, t'es mis en tension et tu kiffes, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, encore en tant qu'adulte, ça crée quelque chose quand il y a un beau contre, ça te met dans un mood. Donc, il y a aussi du bon là-dedans, je pense. Moi, j'allais comparer ça à un gros contre, à un gros arrêt de gardien en foot, parce que voilà, j'ai jamais joué avec jamais eu de pivot qui faisait des contres, donc, mais j'ai eu des gardiens qui faisaient des gros arrêts, et après, c'est vrai que ça galvanise un peu la défense, et t'as un peu plus confiance en ton équipe, en fait, tout simplement. Et pour le coup, je finis là-dessus, parce qu'on en parle vite fait on en parlait avec Pierre Armand, mais un des plus beaux contres que j'ai vu, moi, c'est celui de Lafonso Ellis, où justement il arrive à contrer et il redescend avec le ballon sous le bras. Donc ça, c'est l'idéal pour tout le monde, quoi. Pour le défenseur, pour le coach, pour ton équipe, ça c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais. Question de Mika. Je vous envoie ce message suite au podcast de cette semaine dont une partie a traité de la situation entre le Heat et Jimmy Butler. Suite à votre intervention soulignant que le joueur reprochait à la franchise de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour demeurer compétitive au cours des dernières années, je me pose plusieurs questions sur la compréhension que les joueurs ont du fonctionnement de leur ligue. Les dernières conventions collectives signées entre la ligue et le syndicat des joueurs ont permis aux stars de peser toujours plus sur la masse salariale. Le dernier accord favorise encore cela au détriment des autres joueurs et de l'équilibre et la continuité de l'effectif, tout en ajoutant à cela des conditions de respect du salary cap de plus en plus strictes. Sans critiquer un joueur qui signe un gros contrat, ne pensez-vous pas que la position et les griefs de Jimmy Butler, un joueur presque en fin de carrière qui va certainement encore vouloir un gros contrat et par extension tous les joueurs de son profil, semblent difficilement entendables par n'importe quelle franchise qui voudrait respecter ou au moins essayer de respecter le CBA. Dès lors, ces cas de vieilles stars en fin de contrat ayant d'énormes demandes que leurs franchises ne voudront pas suivre vont-elles se multiplier et va-t-on voir les franchises reprendre la main? Je me lance. Ouais, non, vas-y. En fait, oui, alors c'est une bonne question sur la compréhension que les joueurs ont du fonctionnement de leur ligue, c'est une très bonne question. L'autre question peut-être, c'est est-ce que les joueurs en ont quelque chose à foutre? Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que Jimmy Butler, c'est pas le premier ni le dernier joueur qui est sur
alors tout dépend comment on le considère, sur la fin de son prime ou qui vient de passer, finalement qui commence à être sur la pente descendante et qui font des pieds et des mains pour forcer leur équipe à mettre en place des trades, quitte à hypothéquer l'avenir. LeBron l'a fait à plusieurs reprises, et je dis LeBron parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais c'est pas le seul non plus. Et c'est pour ça que c'était intéressant cette semaine, la déclaration de Stephen Curry, qui justement disait non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens d'hypothéquer tout l'avenir pour tenter un coup désespéré cette saison, mais il y a plein d'équipes qui ont fait ça. Effectivement, la plupart des équipes s'en sont mordues les doigts par la suite, mais c'est une pratique relativement courante. Finalement, on parle de tout ça parce qu'à Miami, on en parlait un petit peu, mais c'est... à Miami, c'est pas Trey Lyles qui décide. Tu peux t'appeler Shaq, Jimmy Butler ou même Dwayne Wade, et on a oublié un petit peu les moments où Dwayne Wade aussi était monté au créneau avant la formation du Big Three en disant il y avait aussi des rumeurs du fait que Dwayne Wade était pas content, qu'il avait envie de partir juste 2 ans avant que le Big Three se mette en place, parce que Miami était resté étonnamment prudent, était pas allé chercher de joueurs forts à gros contrats, et c'est ce qui a permis derrière effectivement de monter le Big Three. Mais finalement comment il s'appelle, que Jimmy Butler réclame tout ça, je trouve pas ça étonnant. Je trouve pas ça forcément étonnant que Miami n'ait pas accédé à ces demandes, mais ça me semble assez courant quelque part. Ouais, moi j'allais dire en fait qu'il s'en fiche du CBA, que c'est pas sa priorité, c'est d'abord d'avoir son intérêt. On gère une carrière individuellement, et euh, pour avoir un dernier gros contrat, il est obligé de se comporter comme tel, et au pire, il ne l'aura pas, tu vois. Après, tu as toujours le moyen de rebondir. Il ne faut pas être complètement déconnecté de ta réalité, parce que sinon tu peux effectivement te retrouver dans une situation délicate. On a vu des joueurs, je pense que Carmelo Anthony ne l'a pas vu venir, son passage sur le banc, et si Portland ne lui avait pas redonné sa chance, il aurait eu une retraite très bizarre, parce qu'il n'y aurait pas eu de fin de carrière. Le fait que Portland l'ait relancé, ça lui a permis ensuite d'aller aux Lakers. Il y a même Russell Westbrook, tu vois, c'est pas passé loin. Kyrie Irving a pas eu pendant la free agency l'intérêt qu'il espérait, mais derrière il a quand même réussi à signer son contrat avec Dallas. Jimmy Butler, on verra si ça paye pour lui ou pas de continuer à se comporter comme s'il pouvait récupérer le max du max, mais je comprends pourquoi je comprends en tout cas l'envie de dire bah non, mais moi je suis un joueur à 50 millions, je vais pas re-signer chez vous, je veux signer le max. De toute façon, en plus, apparemment, il y a une équipe qui lui donne raison, c'est qu'apparemment les Suns ils sont à fond dessus, donc tant que tu as toujours au moins une équipe qui veut. Après, Jimmy Butler, visiblement, comment dire, il y avait différentes déceptions. Il y avait effectivement là, la renégociation de contrat, mais il y avait aussi le fait qu'il demandait plus d'aide sur les saisons précédentes, quoi. Et quelque part, alors c'est pas juste parce que je kiffe Jimmy Butler, mais tu peux dire, ouais, il peut dire, je vous ai emmené à 2 finales NBA. En ayant qui, la première fois, tout le monde était blessé, la deuxième fois, il y a qui avec combien de All-Star il a joué, Jimmy Butler à 8? Il a joué avec quoi? Adebayo, c'est tout. Bam Adebayo, c'est tout. C'est tout. Kyle Lowry a été All-Star, je suis pas sûr. Pas pendant qu'il était à Miami. Pas pendant qu'il était à Miami. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais même des joueurs qui ont été All-Star à un moment. Donc je peux comprendre quelque part qu'il soit dit au bout d'un moment, bon bah si vous voulez pas me ramener plus de monde, filez-moi au moins un contrat max. Je dis pas que c'est la bonne démarche, mais là encore, ça me semble relativement classique en fait. Et vis-à-vis du CBA, il n'y aura pas, a priori pas de changements radicaux de tendance. Moi je vois pas de changements radicaux tout de suite, parce que le CBA, il court jusqu'en 2030. Il y a une possibilité d'opt-out en 2028-2029. Je vois pas de règlements qui vont changer la tendance. Moi, les joueurs sont de plus en plus en contrôle, avec les pressions qu'ils peuvent mettre et tout ça. Et j'ai pas l'impression que ça doive changer. Après, il y a des exemples parfois qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre pour les tendances, mais moi, je vois pas trop de choses changer tout de suite. Après, on est déjà en 2025. Je me disais, ça me paraissait loin 2030, mais en fait, c'est pas si loin. On est en 2025. Nous sommes vieux, voilà. Allez, 2 petites questions pour finir. Question de Will qui nous dit, elle concerne les Spurs et comment entourer notre pépite française Victor Wembanyama. C'est une question qui revient souvent, mais là il y a une proposition assez directe. En voyant ses progrès, je me demandais s'il associe avec un intérieur radicalement différent de lui, dense, explosif, percutant, rebondeur, ne serait pas un bon fit pour les années futures. Je pense à un autre numéro 1 de draft, à la dérive dans sa franchise, en manque de cadre mais avec un talent immense, Zion Williamson.
Ah ok, j'ai cru à Dominaton. Ah la Dutch Crush, j'allais dire surtout pas. Je sais que c'est très risqué, mais un front de courte Barnes, Wembanyama, Zion, tout ça avec Paul et Popovic, ça pourrait être un ajout novateur. Qu'en pensent les experts de basket? Désolé, j'ai fait un peu long, mais cette fois, je suis plus avisé que ma dernière critique et question sur DeRozan qui a précédé un réveil des Kings. C'est vrai, je m'en souviens. Si, moi je trouve que ça serait. De toute façon, Zion avec Wembanyama, oui, bien sûr. Mais je pense que le moment où les Pelicans lâchent complètement l'affaire Zion n'est pas arrivé, surtout qu'il est bon depuis qu'il rejoue, même s'il s'est pris une suspension. Mais évidemment, un mec comme Zion à côté de Wembanyama. Après, moi j'aime bien le fit avec Sohan. Hein. Moi je ne le chercherais même pas. C'est pas le poste sur lequel je serais le premier poste sur lequel je serais en train de chercher des joueurs pour San Antonio. Ce serait pas forcément le poste 4. Mais si tu as deux mecs du talent de Zion et Wembanyama dans la même équipe. Bon courage. Si Zion joue, bien sûr. Donc sur le papier, bien sûr. Par contre, moi, si je suis San Antonio, je mise pas justement tout mon trésor de guerre pour récupérer Zion Williamson avant d'être sûr qu'il est capable de jouer des matchs, en fait. C'est ça le truc. Est-ce que tu peux en être sûr aujourd'hui? C'est ça. Ah non, aujourd'hui, je le fais pas, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je le fais pas. On a tous envie, mais je sais que c'est un. Encore une fois, j'écoutais le dernier épisode du podcast de Bill Simmons et il parlait de ça, il disait à la place des Spurs, il essayerait bien quoi. Zion, vu que pour lui les Pelicans à un moment vont tourner la page. Ça dépend ce que tu lâches en fait. C'est ce que j'allais dire parce que moi je suis parti du principe que tu payes pour le talent de Zion et pas sur dans le sens où tu es obligé de lâcher vraiment le max de ce que tu dois lâcher pour récupérer un talent comme celui de Zion. C'est ça qui me ferait peur pour San Antonio, quoi. Ou pour n'importe quel club, en fait. Oui. Là, pour n'importe quelle franchise, ça me ferait peur à l'heure actuelle parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de données sur le fait d'être sûr qu'il puisse jouer, quoi. Ouais. Dernière question de Sophia de Shanghai. Question sur un joueur que j'aime beaucoup et qui est très sous-utilisé à mon humble avis, c'est Santi Aldama. Pourquoi d'après vous n'est-il pas convoité par des équipes qui ont besoin de renfort? Il est costaud, joue avec la hargne à 24 ans, ne touche que dans les 3 millions de dollars et met ses 10 points et 7 rebonds par match les yeux fermés en seulement 20 minutes. Quand je vois l'état d'une équipe comme les Warriors, je me dis qu'il y est titulaire tous les jours. Est-ce que vous pensez que je m'enflamme? Et le cas échéant, pourquoi pensez-vous que sa cote soit si basse et quelle équipe à votre avis ferait bien de s'attacher ses services? Moi j'adore Santi Aldama, mais c'est vrai que ils lui ont donné un autre rôle de 6e homme, sans doute pour une question d'équilibre, je pense, des rotations. Ça laisse ça laisse Wells, le rookie titulaire, qui lui est plus sur des missions défensives, en plus de mettre des 3 points, alors qu'Aldama en plus a du playmaking, enfin il y a un peu de playmaking, il y a plusieurs qualités, et du coup en sortie de banc ça fait du bien, mais je suis pas sûr que les Grizzlies par exemple aient envie de s'en séparer. Je pense quand même qu'il reste coté dans l'esprit à Memphis. Je pense qu'il y a toujours un joueur qui est coté, peut-être qu'effectivement au bout d'un moment, si on lui donne pas sa place de titulaire, lui poussera un petit peu pour un départ, et là ça pourrait être intéressant. Et oui, je confirme, je pense qu'aux Warriors il serait très... En fait un mec, les profils comme ça, n'importe quelle équipe, toutes les équipes ça marche. Toutes les équipes, ça marche, Aldama. C'est des gars que tu peux intégrer facilement, qui vont s'adapter à plusieurs systèmes, des joueurs intelligents, plusieurs qualités, grand, bon shooter, bon rebondeur. J'aime beaucoup. Franchement, je pense qu'il ferait du bien à n'importe quelle équipe. Milwaukee, ça serait ouf. Ouais. Pardon, voilà. Non, mais je partage complètement tout ce que tu dis. En fait, je pense pas qu'il soit sous-coté. Je pense simplement il a le salaire qu'il a parce que c'est un très jeune joueur, mais à la fin de ce contrat-là, il va susciter de l'intérêt de partout, et ça sera pas forcément si simple que ça, effectivement, pour les Grizzlies de le conserver. Je pense que son rôle de 6e homme, tu l'as bien expliqué, Antoine, c'est une question d'équilibre et qui paye. Hein. Il suffit de voir les résultats de Memphis. Je pense que sur les rotations, ça fonctionne très bien. Et en fait, il y a pas tout. Je sais que le plus simple, en fait, c'est de se dire bon bah les 5 meilleurs joueurs sont sur le terrain pour commencer les matchs, mais en fait c'est pas si simple que ça. Tu as besoin de joueurs d'impact qui vont sortir du banc. Parfois limite le 5 avec lequel tu finis les matchs est plus indicatif des 5 meilleurs joueurs aux yeux de la franchise que celui qui débute les matchs. Et Santi Aldama, je le trouve incroyable, et même j'oublie à chaque fois qu'il est presque, enfin j'oublie presque que c'est encore vraiment un jeune joueur, quoi. Ah, il a 24 ans, et puis même pour l'équipe d'Espagne, c'est un atout énorme, quoi. Et je crois il faudra vérifier, mais il est restricted peut-être la saison prochaine. Donc il y a un moment où il va y avoir une possibilité d'extension, et là les Grizzlies décideront peut-être du salaire et du rôle qu'ils voudront lui donner, mais c'est un super joueur. Moi j'aime beaucoup, qui suit beaucoup les Grizzlies.
c'est un super atout. Ils n'ont aucun intérêt de s'en séparer maintenant, vu qu'ils leur donnent une variété d'options, de la profondeur quand il sort du banc. Enfin, mais oui, c'est pas que c'est sous-coté, c'est peut-être un tout petit peu sous-médiatisé pour l'instant parce que les Grizzlies sortent d'une traversée du désert et qui recommencent seulement à être un peu médiatisés. Aldama fait partie de ces joueurs-là, tout simplement. Donc ouais, je te confirme, il y a une option en fait à la fin de la saison, mais qui est du côté du club, donc ils vont l'activer. Ouais. Et il sera restricted free agent la saison prochaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc normalement, peut-être même que dès cet été, du coup, il peut négocier son extension avant la dernière année de son contrat rookie. Ouais. Il y a moyen qu'il soit conservé. Moi, je ne serais pas surpris qu'il soit conservé par Memphis. On va s'arrêter là-dessus. On a fait pas mal de questions. C'était très intéressant. Encore merci à vous tous. Et puis, n'oubliez pas ceux qui envoient des questions qui n'ont pas été sélectionnées. Shai leur fera peut-être passer le cut la semaine prochaine ou la semaine d'après. N'hésitez pas à en renvoyer. Nous, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera dimanche sur un Hoop Culture avec Pierre-Armand et Théo. Et lundi, un CQFR du week-end, comme d'habitude. Bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.